Voilà, nous sommes au complet. Je disais, Monsieur Ganchou, vous êtes président du Collège de la massokinésithérapie qui a été créé en 2012. C'est bien ça? En deux mots, c'est quoi l'action du Collège de la massokinésithérapie? Alors, en deux mots, le Collège de la massokinésithérapie, en fait, est né d'un problème récurrent dans l'établissement de référentiels sur notre profession. Le dernier, en l'occurrence, qui a posé un vrai problème, c'est celui sur l'entorse de cheville, où aujourd'hui, il a été défini que pour une entorse de cheville, 10 séances de rééducation seraient remboursées, quelle que soit l'entorse de cheville, quelle que soit la personne qui l'avait. Et là, c'est pour le coup, je pense que le différentiel avec ce que disait M. Enthoven tout à l'heure est assez considérable, puisque le patient n'existe absolument pas là-dedans. Et pire que le patient qui n'existe absolument pas là-dedans, les kinésithérapeutes n'existaient absolument pas là-dedans. Dans ce groupe d'études qui a donné ce pouvoir-là, il n'y avait aucun kinésithérapeute pour nous dire comment nous devons rééduquer les entorses de cheville. Donc à l'origine, le collège a été créé pour coaliser les sociétés savantes, les syndicats représentatifs et l'ordre, pour que des décisions comme ça n'existent plus et que les sociétés savantes et la politique et la déontologie de la profession soient toujours interrogées dès qu'on avait besoin d'un avis scientifique pour la profession. Bien, merci. Madame Couillandre, j'ai envie d'avoir votre avis sur la réforme de la formation initiale qui date de septembre 2015, donc une première année universitaire puis 4 années en IFMK. Est-ce que c'est une belle avancée, une réelle avancée? Ben oui, je pense que c'est le cas. Donc, si je reprends un peu ce qu'a dit Raphaël Enthoven ce matin, c'est vrai que la kinésithérapie est un art et c'est toujours ce qu'on essaie de faire passer comme message auprès de nos étudiants. Mais en même temps, la réforme nous a permis en fait d'amener un petit peu de science dans notre cursus qui leur permet d'avoir cette capacité à douter qui est extrêmement importante, surtout quand on parle justement de l'accès direct en kinésithérapie. Donc, c'est une vraie opportunité pour notre profession. Cette réforme qu'on a attendue depuis très longtemps. Alors, depuis la réforme de la formation initiale, les kinés sont formés à la prise en charge de l'urgence. Oui, c'est vrai, mais finalement, je dirais qu'on fait ce focus sur l'urgence, mais quelque part, tout le cursus est fait pour promouvoir l'accès direct en kinésithérapie, certainement dans d'autres secteurs que celui de l'urgence, puisqu'en fait, on a des notions de raisonnement clinique qui sont extrêmement développées avec des mots-clés comme les drapeaux rouges à connaître par cœur, pour lesquels on a une évaluation sommative très discriminante, c'est-à-dire qu'un étudiant ne passera pas au travers de la non-connaissance de ce qu'est un drapeau rouge qu'il faut savoir, je dirais, lever pour éviter justement des situations par la suite désastreuses où on aurait mis en difficulté finalement le patient. Donc c'est vrai que c'est vraiment une nouvelle façon d'envisager les choses qui nous permet vraiment de prétendre justement avoir ces compétences nécessaires pour l'accès direct. Louis Dreux, vous êtes d'accord avec ça? Je rappelle que vous êtes président de la Fédération nationale des étudiants en kinésithérapie. Oui, je suis complètement d'accord. Je rejoins totalement ce qui a été dit notamment par M. Dumas dans la table ronde précédente. Avec le nouveau référentiel de formation qui est sorti avec le décret du 2 septembre 2015, nous sommes formés au diagnostic différentiel et au bilan diagnostic kinésithérapique. Et par le biais de ce bilan diagnostic kinésithérapique qui doit être fait de façon initiale et dans la prise en charge de n'importe quelle pathologie et pour tous les patients, on est tout à fait à même maintenant d'avoir cet accès direct, et j'irais même jusqu'à la première intention, parce que si avec cette démarche, on est capable de réagir dans l'urgence, avec cette même réflexion, on est également capable d'agir en première intention sur bien plus de pathologies que simplement celles qui sont concernées dans l'urgence. Mais alors, est-ce que les kinés formés à l'étranger sont aussi formés à la prise en charge de l'urgence? François? Oui, merci. Oui, bien sûr, la France a pris beaucoup de retard à ce niveau-là parce qu'en France, nous sommes des professions réglementées, donc avec des décrets, d'actes, d'exercices, de compétences, et donc tout ce qui n'est pas autorisé, enfin du moins pour les professions d'auxiliaires médicaux, est interdit. Donc on a un décret qui date de 96 à l'origine, même s'il a été un peu modifié, et qui ne correspond pas du tout à l'exercice. Il y avait une prise de conscience de pouvoir faire des transferts de compétences néanmoins entre les différentes professions. La loi a permis, par l'article 50, qui n'a jamais pu être vraiment appliquée en kinésithérapie. Ça a marché pour les transferts avec les infirmières, et
C'est ça qui est essentiel. C'est là où on avait une formation Pardon, rapprochez un peu le micro. On avait une formation qui était vraiment obsolète pour le coup et qui ne permettait pas d'acquérir les compétences pour avoir cet accès direct. Et ce qu'ont rappelé Annabelle et les autres, c'est pas uniquement l'urgence, l'accès direct. C'est le fait de pouvoir faire le diagnostic différentiel, d'identifier les drapeaux rouges et donc, dans le cas où il y a un drapeau rouge, de réorienter le patient. Et ça, c'est pour tous les cas. C'est pas uniquement l'urgence. Et je rappelle qu'on avait essayé de soumettre à la HAS une proposition d'accès direct pour la bronchiolite, bien ciblée dans un cadre vraiment de réseau, comme le rappelait Jean-François, avec une formation spécifique, des drapeaux rouges mis en place et tout ça. Et ça avait été refusé parce que notre formation initiale ne nous permettait pas d'acquérir ces compétences. Donc maintenant, c'est fini. On a tourné la page. Et donc l'accès direct est dans les compétences acquises par la formation des kinésithérapeutes. Maintenant, il faut, après, que la loi, puisque nous sommes des professions réglementées, évolue aussi. Et la première évolution, ça a été sur l'urgence, mais c'est qu'une étape. Enfin, il faut aller beaucoup plus loin et décloisonner ces compétences des différents professionnels de santé, parce que c'est le patient qui est au centre de la question. C'est pas les compétences, c'est pas les compétences, les monopoles de chaque profession de santé. Peut-on dire globalement que le programme de formation des kinés correspond à la réalité de l'exercice? Absolument. Il était complètement déconnecté de l'exercice. Il fallait, heureusement que les kinésithérapeutes font régulièrement de la formation continue et pouvaient se mettre en place. Mais je vais te donner la parole. Mais c'était vraiment une nécessité absolue, quoi. Oui, c'était une nécessité parce qu'on avait quand même un programme qui est officiellement daté de 1989, donc 27 ans sur un même programme. Heureusement qu'on avait su faire évoluer nos formations pour se calquer sur la réalité du quotidien. Et j'espère qu'on n'attendra pas 27 ans de nouveau pour avoir un nouveau programme. Oui, Louis, vous voulez dire quelque chose là-dessus? Je suis complètement d'accord avec ça. Il faut effectivement faire une réévaluation de ce référentiel et de cette formation. J'invite tout le monde et nous, à la FNEC, c'est ce qu'on est en train de faire une première évaluation déjà des années de formation qui ont été dispensées dans cette réforme. Je voulais aussi insister sur un point. On parle des bilans diagnostiques kinésithérapie qui sont à l'heure actuelle très peu utilisés. Cet accès direct et cette première intention, elle implique aussi une responsabilité envers nos confrères, notamment les médecins, dont on doit donner les informations qu'on a pu acquérir auprès de nos patients. Et ce devoir de transmission et d'information et de partage d'interpro, il est essentiel et il faut qu'on l'ait en tête lorsqu'on réalise tous ces bilans. Alors, oui, docteur... Juste je complète après le docteur pour dire, parce que c'est essentiel ça. On voit bien là, en 2000, on a mis en place le bilan diagnostic kinésithérapique qui comprenait le diagnostic kinésithérapique, et les kinésithérapeutes n'étant pas réellement formés à cette analyse critique de leur pratique, ont été très frileux sur l'utilisation du bilan diagnostique. C'est certainement plus du tout le cas des nouvelles générations. Docteur Ekirch? Oui, je pense que c'est fondamental d'insister sur la relation entre les professionnels de santé. Je pense que c'est vraiment la clé et la solution du relationnel. Il me paraît incroyable qu'actuellement, pour les jeunes chirurgiens orthopédistes, la profession de kiné soit très mal connue. Pour les rhumatologues, la profession de kiné est très mal connue. Les relations entre les rhumatologues et les chirurgiens orthopédistes est très mauvaise, en moyenne, et c'est incroyable qu'on travaille tous sur l'appareil locomoteur et qu'on soit les moins bien mis en relation. Alors, j'avais créé il y a quelques années avec un organisme de formation avec des kinés, justement, des sessions spéciales sur la relation chirurgien-kiné, pour qu'on apprenne à se parler. C'est quand même incroyable de recevoir des lettres de médecins traitants, et ensuite nous adressons, nous, aux kinés, énormément de patients, parce que c'est quand même le cœur de notre métier, et on a le moins de relations avec les kinés. Et les kinés ont le moins de relations avec les chirurgiens. C'est-à-dire qu'on reçoit... Je pense que vous recevez très peu de lettres de chirurgiens qui vous transmettent des nouvelles régulièrement de leurs patients, etc. Et donc je pense qu'il faut absolument, dans le cadre de cet accès direct, recréer un lien par ce que vous évoquiez, c'est-à-dire comment transmettre l'information. Alors, ça peut être simplement un coup de téléphone, hein, c'est pas compliqué. Ça peut être par un réseau Internet dédié aux professionnels de santé, pour qu'on puisse au moins transmettre l'essentiel
pour le patient, et comme vous le disiez, le patient, c'est quand même le cœur du problème. Et donc, cette transmission d'informations me paraît vraiment fondamentale. Monsieur Ganchou, votre avis sur cette transmission d'informations? Il y a des choses qui existent déjà, parce qu'il existe des réseaux de soins. Des réseaux de soins, des réseaux de professionnels, via des sociétés savantes. Moi, j'en fais partie, par exemple, d'un réseau qui permet de pouvoir orienter les patientes. Moi, je suis spécialisé dans le vasculaire, et en particulier après cancer du sein. Et les patientes qui ont subi des mastectomies, qui ont subi des curages axillaires, pour pouvoir trouver rapidement un kinésithérapeute. Et ce réseau, nous distribuons à tous les centres de cancérologie l'annuaire de ces kinésithérapeutes pour que ce soit connu, justement. On passe notre temps, dans le bureau de mon association, à aller rencontrer des services de cancérologie pour nous faire connaître. Localement, des réseaux se font avec un chirurgien et un kinésithérapeute qui vont créer un réseau local. Mais c'est vrai que la nationalisation de tout ça serait une vraie solution et une nécessité pour qu'enfin même si on communique de fait, nous sommes le CNP, c'est très joli, Conseil national professionnel, c'est notre titre légal de la profession des kinésithérapeutes, et on communique avec le CNP des professions médicales, des spécialités médicales, pardon, le CNP de la rhumatologie. On se parle ensemble, mais c'est vrai que les actions communes, et de fait localement, alors que c'est évidemment là que ça doit se passer, ça ne se passe pas tant que ça. Alors, revenons à la formation. Sur à peu près 85 000 kinés qui exercent aujourd'hui en France, 20 000 ont été formés ailleurs en Europe, dont la moitié de ressortissants français. Madame Couillandre, est-ce que c'est un problème? Merci pour cette question. Et vous me remerciez de l'avoir posée. Oui, c'est ça. Oui. Je ne sais pas si c'est un problème. Tout ce que je sais, c'est que dans mon école, voilà, j'ai des étudiants. Je pense que je pourrais en accueillir plus si on me donnait les moyens de les accueillir, puisque en plus, quotidiennement, on me dit qu'il manque de kinés dans la région Centre-Val de Loire. Et c'est vrai que c'est certainement une opportunité d'aller étudier à l'étranger, mais globalement, peut-être que ces étudiants-là auraient souhaité aussi étudier en France. Est-ce qu'il faut ouvrir le numerus clausus pour que moins d'étudiants français partent à l'étranger? Alors là, c'est délicat. Mon avis personnel serait certainement oui, mais en même temps, augmenter le nombre d'étudiants, par exemple, dans mon institut, n'est pas un gage du fait qu'ils vont rester travailler en région centre, Val-de-Loire, où on a une pénurie de kinés. Donc, c'est assez difficile de répondre à cette question pour avoir la plus grande efficacité. En fait, je pense que quelque part, on n'a pas encore trouvé la solution miracle qui permettra justement de donner une place à chaque étudiant dans chaque institut de formation. François ? Oui, c'est une vaste question parce que effectivement, nous sommes maintenant dans le cadre de l'Europe, on est sorti de l'Hexagone, donc il y a la libre circulation et donc les formations se font sur toute l'Europe. Ça pose pas de problème en soi, ça. Ce qui pose un problème déjà en kinésithérapie, au moins, c'est le côté très inhomogène des formations. Il faudrait arriver à ce que les formations européennes soient à peu près toutes du même niveau que le niveau français et qu'on ne fasse pas descendre pour arriver à un niveau moyen. Mais vous croyez à ça, qu'on puisse établir un cadre commun de formation? Absolument. Il y a des professions, les médecins, les sages-femmes, qui sont on appelle ça en reconnaissance automatique parce que justement, il y a au moins 10 États qui ont un niveau de formation identique. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, la question du numerus clausus. Est-ce qu'en ouvrant le numerus clausus, ou les quotas pour les instituts de formation, il y aurait moins de Français qui restent formés à l'étranger? Non, parce qu'il y a toujours un effet seuil, et ceux qui ne seront pas pris en France iront à l'étranger. Donc c'est le problème du numerus clausus, c'est en fait quels sont les besoins de la population en praticiens, notamment, et ça, personne n'est jusqu'à présent capable de l'établir. On a vu, en kinésithérapie, la seule régulation sur l'installation, c'est une régulation conventionnelle qui est donc faite entre l'assurance maladie et les syndicats représentatifs. Et l'assurance maladie, dans ce débat, est très
très prégnante, et l'assurance maladie, c'est quand même le payeur. Donc on n'est pas sûr que ce soit des critères très objectifs dans l'intérêt de la santé publique, dans l'intérêt du patient qui prédomine. Donc il faudrait savoir quels sont les besoins réels pour mettre l'offre au niveau des besoins. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, il faut arriver à avoir une sélection quand même à la formation. Il ne s'agit pas d'ouvrir les portes comme par exemple, pour citer l'ostéopathie, où là, tout le monde, notamment un certain nombre d'étudiants qui ne peuvent pas faire kiné font ostéopathie, et après se retrouvent au chômage, quoi. Donc il faut effectivement une régulation, mais pas une régulation coup près. Alors là, on va pas faire le débat de la PACES. Il faut arriver à réorienter l'ensemble des jeunes qui veulent faire, et je vais te passer la parole, une activité dans le cadre de la santé, quoi. Monsieur Dreux. Oui, je me permets de vous confirmer. Je pense qu'il y a effectivement deux problèmes. Il y a celui de la sélection et du fait que, du coup, avec l'effet seuil, beaucoup d'étudiants quittent la France. Du coup, ça pose le problème de l'orientation et de l'information qui est faite sur notre profession. Je pense que beaucoup de personnes se dirigent vers notre formation sans forcément savoir concrètement ce qui s'y passe et si cela va leur plaire. Du coup, il est important d'insister sur l'orientation pendant cette première année universitaire, qu'elle soit PACES, TAPS ou licence biolo, en plus de changer éventuellement le moyen de sélection. Docteur Ekirch, tout à l'heure, je vous voyais réagir pendant que François Aménien parlait. Oui, c'est pour les niveaux de compétences européennes. Je pense que c'est très important. Dans notre profession, effectivement, en tant que médecin, les États se sont mis d'accord sur la qualité et le niveau de formation. Malheureusement, en pratique, ce n'est pas toujours ça. Vous savez très bien qu'il y a certains pays qui n'amènent pas le même niveau de formation. Hein. Nous, on le ressent, et nos collègues médecins généralistes aussi le ressentent beaucoup. Donc je pense que c'est vraiment très important. C'est vrai que le problème, c'est l'accès à la profession. Comment se passe la sélection? Vous savez que dans la profession médicale aussi, on a toujours 10 ans de retard sur le numerus clausus, parce qu'on ne sait pas comment on va se ventiler les besoins de la population, et dans 1 ou 2 ans, on va tomber par exemple en chirurgie orthopédique au plus bas du plus bas, hein, du nombre de chirurgiens orthopédistes, parce qu'on n'aura pas assez ouvert les portes de la chirurgie, et puis les jeunes ne veulent plus forcément s'orienter vers des professions lourdes comme la chirurgie orthopédique à cause des gardes, etc., à l'hôpital. Et donc il y a un problème. Et puis aussi il y a le problème, alors c'est pas un problème, hein, je vais me faire hurler dessus, de la féminisation de la profession, hein. Même en chirurgie orthopédique, il y a énormément maintenant de femmes qui s'orientent et qui, pour des raisons personnelles, professionnelles, ne finissent pas des formations à temps plein. Alors je ne sais pas comment ça se passe dans le cadre de la kinésithérapie, mais ça change un petit peu le panorama, un petit peu de l'exercice de la profession. On rappellera les chiffres tout à l'heure en début d'après-midi. Je crois qu'il y a un peu plus d'hommes que de femmes, hein, chez les kinés, mais c'est pas loin, on n'est pas loin du 50-50, du 52-48 ou quelque chose comme ça. Hein. On reverra les chiffres tout à l'heure en début d'après-midi. Alors évidemment, la qualité des soins passe par la formation des professionnels de santé. Ce qui pose le problème de l'hôpital, où la formation des kinés se fait en grande partie, mais où, faute d'encadrants, ça va être de plus en plus dur. Monsieur Ganchou, votre avis là-dessus? Comment on peut régler ce problème? C'est un gros souci. C'est un gros souci pour la formation des kinésithérapeutes salariés. C'est un gros souci pour les stagiaires qui sont stagiaires des écoles dans les hôpitaux. Alors, le souci a été réglé en partie parce qu'on a maintenant permis aux stagiaires de pouvoir faire des stages libéraux. Donc, ce qui est une très bonne chose, parce que moi, dans mon cursus, qui est pourtant pas si vieux que ça, j'ai fait 50 heures de libéral dans toute ma formation. Sachant que 80% de ma profession partait en libéral à la sortie de l'école, voire un peu plus dans mon école. J'étais le seul à avoir travaillé à l'hôpital, moi, après. Donc, c'est une très bonne chose, mais on est vraiment soumis à ça. Alors, je me connais un petit peu moins en formation des salariés, parce que ça n'entre pas dans mes compétences sur le développement personnel et continu, qui est plutôt dans le libéral. Voilà. Louis, gros souci pour les stagiaires? Alors, on a un problème de place de stage, effectivement, et la question est vraiment en train de se poser pour le dernier stage qu'on va effectuer en dernière année de formation de 3 mois, qui se déroule sur la même période, et on va se retrouver avec toute une promotion en stage pendant 3 mois au même moment. Il y a aussi une question sur les tuteurs et leur formation, leur aptitude à avoir une pédagogie adaptée à l'enseignement
des stagiaires. On a une formation qui s'est éloignée du compagnonnage pour se rapprocher d'un modèle universitaire. Il serait dommage que par le biais des stages et de la formation directe avec les professionnels, on ne s'adapte pas également à ce nouveau référentiel. Oui. C'est très important. Nous avons, pour faire le parallèle avec la profession médicale, aussi des gros problèmes de stage. Maintenant, nous avons ouvert, nous, dans l'établissement privé, les premiers accès aux internes issus des hôpitaux. C'est un stage validant maintenant. Ça s'ouvre tout doucement. Il y a une réticence de la part probablement des recteurs d'académie au moment des postes en formation. Mais il paraît essentiel qu'un jeune kiné puisse avoir accès à une formation en libéral, parce que vous êtes beaucoup à vous installer en libéral. C'est une autre façon de travailler. Il faut que les deux soient évidemment d'une formation de coopération, mais il est essentiel que ce soit que chez les médecins ou les kinés, ils aient accès à des stages. Alors bien sûr, il faut des maîtres de formation, des maîtres de stage qui prennent le temps. Vous savez tous qu'en libéral, quand vous avez votre travail plus la formation plus etc., c'est pas toujours évident de partager son temps et de prendre du temps avec l'étudiant, mais ça me paraît vraiment essentiel. Alors, je disais tout à l'heure en préambule que la réforme de la formation initiale était inachevée et incomplète. Est-ce que la clé, c'est de l'achever, cette réforme, en faisant de la kiné une discipline universitaire avec master et doctorat, comme cela se fait déjà depuis un certain temps dans d'autres pays ? Oui, tout à fait, parce qu'on a parlé de la formation initiale, il faut surtout, et qui est universitarisée maintenant, mais c'est parce que ça conduit à la recherche. C'est ça qui est important. C'est une discipline qui est en perpétuelle évolution, comme toutes les disciplines médicales. Et malheureusement, avec ce cloisonnement, en France, la recherche en ostéo-articulaire, en médecine physique est très faible. Il y a les médecins de médecine physique, mais qui sont numériquement très peu nombreux et donc qui ont un mal fou à assurer une recherche constante. Et du coup, toutes les recherches qui se font sont des recherches à l'étranger et essentiellement anglo-saxonnes. Donc il faut en France des enseignants-chercheurs en kiné. Si on veut une discipline, c'est pas pour afficher ça, dire les kinés ont une discipline, ça n'a aucun intérêt. En plus, pour le kiné praticien dans son cabinet, ça n'apportera pour lui rien. Ce que ça apportera, c'est une fois de plus pour le patient, pour la kinésithérapie en tant que discipline, parce qu'on va pouvoir la faire évoluer par la recherche. Donc il nous faut absolument, et ce sera le sujet de ce soir en particulier, faire évoluer. Maintenant qu'on a une formation qui est sur le modèle universitaire, quand on a fait la réingénierie de la formation, il y avait encore beaucoup de réticences. C'est pour ça qu'on est en 1+4 et non pas en 3+2 sur un modèle master. C'est terminé, ça a déjà évolué, heureusement. Et donc on n'est plus dans ces réticences administratives, qui n'ont rien à voir avec l'intérêt des patients et de la discipline. Donc là, on va réellement vers un master kiné qui permettra aux kinés qui le souhaitent de faire un master recherche et de prendre une filière doctorante et de conduire des recherches en rééducation, réadaptation, avec d'autres. Il n'y a pas que les kinésithérapeutes, mais voilà, on va avoir un nombre suffisant de praticiens en France pour conduire ces recherches qui sont indispensables, parce que ça évolue en permanence. Et avec la e-santé, tout ça, ça va aller à une vitesse grand V. Madame Couillandre, il faut voir, je demanderai aussi au docteur Ekirch son avis, il faut voir la kiné comme une science médicale à part entière. Si j'ai bien compris. Vous me posez toujours les questions les plus embarrassantes. Non, mais je demande d'abord au docteur Ekirch, mais bon, Non, en fait, je pense que je ne vais pas répondre parce que, quelque part, je pense que je n'ai pas la réponse, mais je vais quand même donner mon avis. Savoir si la kinésithérapie est une science, certainement, mais encore faut-il qu'on en ait la preuve. Donc je pense qu'on est en train d'y travailler. En même temps, je suis sûre pourtant que la kinésithérapie est aussi déjà un objet d'étude très intéressant. Et on peut utiliser de nombreuses sciences pour étudier la kinésithérapie. Et c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent, puisque nos études n'étant pas à l'université, on est allé piocher dans des sciences connexes. Tout à l'heure, en me présentant, vous avez dit doctorat en biomécanique. Je suis allée faire de la biomécanique pour
alimenter mon métier de départ. Mais au final, j'aurais préféré peut-être l'alimenter dès le début si la discipline de la kinésithérapie existait, mais elle n'existe pas puisqu'elle n'est pas une discipline universitaire. Donc j'espère qu'elle le sera un jour. Il faut qu'on arrive à montrer qu'elle l'est. Et je pense que c'est ce qu'on fait tous les jours dans les instituts de formation et dans les cabinets en libéral et à l'hôpital pour justement promouvoir le fait que peut-être un jour, oui, elle fera partie des sciences médicales. Pourquoi pas ? Bon, alors la même question embarrassante pour que vous ne croyiez pas qu'elles vous sont seulement destinées à vous. Au docteur Ekirch, est-ce que c'est une science médicale pour vous, la kiné ? Alors, une science médicale, je pense que là, c'est difficile de le dire comme ça. Effectivement, il faudrait que ça dépende de la formation et puis de voir comment c'est intégré dans le cursus. Après, je ne sais pas s'il y a un besoin que ça soit une science médicale. Le besoin, il est très important que les kinésithérapeutes et, par exemple, les rééducateurs fonctionnels et les chirurgiens, par exemple, fassent des études de recherche ensemble et publient des papiers ensemble. On voit trop de professions où on va avoir une publication sur, par exemple, l'appareil locomoteur fait par des chirurgiens, puis il y a des publications faites par des radiologues, puis des publications faites par des kinés. Non, il faut que le chirurgien, le kiné, le radiologue qui travaillent sur le même appareil locomoteur publient ensemble un travail de recherche. Ce qui a énormément changé dans l'orthopédie actuellement, selon les 10 dernières années, c'est la prise en charge fonctionnelle et la prise en charge de la douleur. Nos techniques n'ont rien changé. Je suis chirurgien du genou exclusif. Dans la ligamentoplastie, la technique est strictement identique. Ce n'est pas parce qu'on a mis la vis verte ou la vis bleue que ça a changé quelque chose. Par contre, la prise en charge fonctionnelle a complètement changé. C'est de la chirurgie ambulatoire. Le patient marche le soir même et retourne chez lui. Et la prise en charge de la douleur, puisqu'on ne fait plus de bloc plexi, on injecte en péropératoire des produits anesthésiques et le patient peut être comme ça, avoir une bonne antalgie. Donc, en fait, on a les clés pour avoir la meilleure prise en charge. On a les clés de l'information, on a les clés des publications, simplement il faut donner les moyens. Les moyens, vous le disiez, dans les pays anglo-saxons, les systèmes privés et publics mettent de l'argent, et donc les gens pour la recherche ont énormément de moyens dans les laboratoires. Nos laboratoires français sont pitoyables dans les milieux universitaires, et pourtant il y a d'excellents chercheurs qui se mettent beaucoup de courage à avoir des résultats. Et puis, il faut qu'il y ait une collaboration, simplement que le kiné aille voir le chirurgien aille voir le kiné en disant « Écoute, j'ai besoin de faire un travail sur les ligamentoplasties, travaille avec moi, je te donne ça comme étude, qu'est-ce que tu en penses, etc. » Dans l'institut de formation qu'on avait fait pour la relation médecin-chirurgien, je trouvais que le sujet principal, c'était demander au kiné qu'est-ce que vous attendez de nous et que le kiné nous demande qu'est-ce que vous attendez de nous. Voilà. Parce qu'en fait, chacun reste un petit peu dans son coin et il faut pouvoir savoir exactement ce qu'on attend l'un de l'autre. Ça me paraît essentiel. Alors, pour information, d'après un sondage Harris Interactive en 2016, 9 Français sur 10 sont favorables à la reconnaissance de la kiné comme une science et, dans la même proportion, approuvent la délivrance d'un diplôme de niveau master. Voilà, ça date de l'an dernier. Monsieur Ganchou, votre avis sur ce que vous venez d'entendre ? Je ne peux pas être contre tout ça, évidemment. Le souci avec lequel, moi, qui suis plus confronté aux kinés moins bien formés que les jeunes qui sortent des écoles et qui, eux, auront le niveau, c'est justement que chaque kinésithérapeute, aujourd'hui, acquiert, en partie, les compétences pour lui permettre un accès direct. Parce que les jeunes, il n'y aura pas de problème. Ils auront eu ces compétences de diagnostic différentiel. Mais les kinésithérapeutes de terrain, dont une bonne partie, malheureusement, ne se forment pas régulièrement, voire pas du tout, comme notre député nous le rappelait, fâcheux, hein, je vais filer ma carte. Ça nous pose ce problème-là. Il doit pouvoir arriver à l'accès direct, mais avec une meilleure formation. Mais pour revenir un peu sur ce qu'on vient d'entendre, je dis à mes étudiants, parce que je suis enseignant aussi, que la base de notre pratique probante, des techniques probantes qu'on pense aujourd'hui, le BP, pour parler en mode anglais, est de ne jamais oublier ces 3 cercles, la science, bien sûr, la recherche, essentielle, l'expérience du kinésithérapeute, et le projet du patient. C'est cette convergence entre ces 3 choses qui font que le kinésithérapeute de terrain a une expérience, mais qui ne sait pas mettre en valeur parce qu'il ne connaît pas ses formations universitaires, alors qu'il pourrait très bien y avoir accès. Je viens de parler avec une kinésithérapeute qui est chef de service dans un service de rééducation et qui a amené un protocole de soins qui est très intéressant, mais elle me dit « Mais moi, je ne sais pas comment le dire, comment je sais faire pour publier ?» Mais ça s'apprend.
forme-toi là-dessus, parce que justement, si tu publies pas, si tu montres pas ce que tu as fait, on reste encore, pour tout le monde, des plieurs de genoux. Alors qu'on sait très bien qu'on travaille ensemble. Dans les services de chirurgie, il n'y a jamais ce problème-là. Les chirurgiens connaissent les kinésithérapeutes, les kinésithérapeutes connaissent les chirurgiens et travaillent en bonne intelligence. Le problème, c'est la connexion entre les distances, en fait. Alors, on a une question Twitter, on va la regarder ensemble. La voici de Juliette. Voilà, formation continue spécifique à l'accès direct et obligatoire ou facultative? Alors, François. Par rapport à la formation continue spécifique à l'accès direct et obligatoire, j'irais même plus loin, c'est-à-dire par rapport à une formation continue obligatoire. Et là, on rentre dans le domaine de la recertification, et c'est très clairement dans l'air. Si on va un peu dans les ministères, on va s'en rendre compte. Donc effectivement, quand une profession évolue et par à-coup, parce qu'en France on ne sait pas faire de manière régulière, comme c'est le cas là pour la kinésithérapie, il faut absolument que l'ensemble de la profession, l'ensemble des praticiens en exercice évoluent en même temps. On ne va pas avoir les jeunes qui vont sortir et qui vont avoir un niveau, et puis les autres qui auront un niveau inférieur de compétences. Même si on a donné à l'ensemble de la profession des compétences, il faut que chaque praticien ait ses compétences. Donc ça pose réellement le problème de la recertification. Il faut pas que quelqu'un comme Carole, qui a toutes ses qualités, mais puisse exercer sans se former régulièrement. Donc c'est la question. Il faudra rendre la formation continue obligatoire. Enfin, c'est mon avis. Elle fait partie du code de déontologie. Ah oui, de toute façon, la formation continue. La déontologie impose aux praticiens d'exercer selon ses compétences. On ne peut pas. C'est antidéontologique de faire un acte qui n'est pas de sa compétence. Jean-François rappelait, comme anecdote, qu'il ne faisait pas d'urogynéco, et pourtant c'est dans les compétences des kinésithérapeutes. Donc effectivement, à un moment, si on ne fait pas de recertification, si on ne fait pas de formation continue obligatoire, eh bien, au bout d'un moment, le kinésithérapeute ne sera plus compétent de rien. Je ne sais pas ce qu'il fera, mais en fait, il ne pourra plus exercer, quoi. Bien. Alors, comme je sens que la salle... je sens une certaine émulsion dans la salle. J'ai envie de vous donner la parole. On va prendre un peu plus de temps même que ce qui était prévu pour ça, mais pour essayer de traiter un maximum de réactions et de questions. Alors, je vois que Madame la Présidente veut prendre la parole. Alors, Pascal Mathieu, où sont les micros? Voilà. Mademoiselle, venez ici au premier rang, s'il vous plaît. Pour donner le micro à Pascal. Merci pour ces échanges que je suis avec bonheur. Je voulais préciser quelque chose, c'est plus qu'une question. Quand vous avez parlé de l'exercice salarié et des stages en milieu salarié, Pierre-Henri a dit il y a les stages libéraux. Oui, en effet, et heureusement qu'il y a les stages libéraux, puisque moi, lors de ma formation, j'ai eu une journée d'observation en stage libéral, donc c'était encore pire que cela. Mais malgré tout, je pense que ce n'est pas du tout une façon de répondre aux objectifs de formation des jeunes kinésithérapeutes, parce qu'il y a plusieurs raisons à cela. Il faut qu'ils soient formés dans les établissements de santé, parce que c'est là qu'on voit aussi à la base ce qu'il se passe, parce que lorsque vous prenez justement un genou en rééducation, il est tout à fait important de savoir ce qui s'est passé en amont avec le chirurgien. Lorsque l'on prive les kinésithérapeutes d'un accès les jeunes futurs kinésithérapeutes d'un accès aux kinésithérapeutes salariés dans les services, on se prive vraiment de tout un pan de la connaissance qu'ils doivent acquérir, et surtout on les empêche de communiquer avec les autres professionnels de santé. Dans les hôpitaux, dans les privés ou publics, il y a des infirmières, il y a des aides-soignants, il y a des diététiciennes, il y a des orthophonistes et il y a aussi les médecins. Malheureusement, quand on n'est plus en formation à l'hôpital lors de son cursus, eh bien, on ne parle plus avec les médecins, on ne parle plus avec les chirurgiens. Et ce qui est très grave, c'est que quand vous parlez avec un neurologue et qu'il vous dit que lui prescrit parce qu'il a l'habitude à l'hôpital, mais que vous voyez que de moins en moins, il va connaître les kinésithérapeutes à l'hôpital parce qu'il n'y en a plus et qu'il n'aura plus l'habitude d'adresser aux kinésithérapeutes parce qu'il ne sait même pas ce qu'il fait. Et ça, c'est la réalité. On n'a plus, par exemple, de kinésithérapeutes en milieu pédiatrique. C'est fini. Eh bien, moi, quand j'y travaillais à l'hôpital public, je m'occupais des nourrissons et des enfants qui avaient des paralysies cérébrales.
Maintenant, systématiquement, comme il n'y a plus de kiné à l'hôpital et qu'il y a des psychomotriciens, les médecins envoient chez les psychomotriciens, ce qui est très bien et parfaitement complémentaire. Mais autrefois, il y a 20 ans, j'avais des patients adressés par l'hôpital en rééducation pédiatrique et je n'en ai plus directement parce que les médecins ne savent même plus que l'on fait ça. Donc, ne plus travailler avec les médecins, c'est se priver d'échanges et de compétences à un certain niveau, mais pas seulement les médecins d'ailleurs. Les infirmiers sont des acteurs très importants. On parlait de prise en charge de la douleur, mais comment ne pas... Alors, on le fait sur le terrain, mais quand on fait des domiciles. Mais si on n'a pas cette culture de communication déjà dès les établissements de santé, là, je pense que la profession se perd. C'est pour ça que je suis si attachée à la préservation et à la défense de l'exercice salarié. Pour les patients aussi, bien évidemment. Merci. Monsieur Vaillant, le vice-président voulait également dire quelque chose. Oui, je voulais un peu réagir. Puis c'est vrai de voir Annabelle face à la question est-ce que la kinésithérapie est une science? En fait, je me demande si on ne dépense pas beaucoup d'énergie sur cette question qui est presque philosophique. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que la kinésithérapie, c'est une pratique sociale. Elle a trouvé son intérêt dans la société. Je pense qu'on peut dire également la pratique de la kinésithérapie peut être éclairée par différentes sciences, ce qu'a très bien dit Annabelle tout à l'heure. Est-ce que les kinésithérapeutes peuvent développer une pratique scientifique de recherche? Je pense que les nouvelles études, le nouveau cursus de formation est un marchepied tout à fait opérant pour que des kinésithérapeutes puissent continuer sur un master de recherche à l'issue de leurs études. Et puis après... Souvent, en fait, ce qu'on confond, c'est l'évidence best practice et la pratique scientifique. Et il faut bien rappeler, parce que là encore, c'est souvent le débat avec beaucoup de pertes d'énergie entre nous. L'évidence best practice, c'est pas appliquer bêtement la science sur un patient. C'est quand on a un patient en main, à la fois considérer les données acquises de la science, considérer notre expérience clinique. C'est peut-être la partie artistique, en tout cas en référence à l'art, qui était évoqué tout à l'heure par notre philosophe, et puis également considérer le patient lui-même avec sa particularité. Et là aussi, ça fait écho à ce qui a été dit en introduction de cette journée. C'est bien l'interaction de ces trois éléments, expérience clinique, données de la science, et dans quel état est le patient, avec ses particularités, ses particularités, qui va faire justement une pratique fondée sur l'évidence base. Bien, merci. Alors, est-ce que nous avons, oui, visiblement, plusieurs autres remarques ou questions? Madame. Monique Beudel, cadre rééducateur salarié ayant participé aux travaux de la réingénierie. Deux remarques, effectivement, en tant que cadre rééducateur salarié à l'hôpital public, on est en grande difficulté, effectivement, par rapport aux kinésithérapeutes. Il y a vraiment une pénurie. Et par rapport aux étudiants, moi j'ai une vraie difficulté actuelle, c'est l'encadrement des étudiants, mais c'est surtout aussi, là, on vient de recevoir tout un tas de documents pour nous demander comment, quand on va prendre en charge en 2019 des étudiants. Et je n'ai toujours pas la planification des étudiants qui vont venir dans mon établissement en 2017. C'est un peu compliqué à gérer. Au niveau de la compétence, j'ai entendu quand même une analyse de différentiel par rapport aux compétences des futurs professionnels qui vont sortir en 2019 avec le métier, avec leurs études réingénierie. Nous, kinésithérapeutes qui avons travaillé à la réingénierie, si finalement cette évolution a pu exister, c'est que quelque part nous nous étions formés, que nous avions quand même des idées. Il ne faut pas être aussi pessimiste sur les compétences des kinésithérapeutes qui sont déjà en poste. Soyez un peu plus... Donc, je crois qu'il va falloir croiser toutes ces connaissances, toutes ces compétences et travailler ensemble pour que, au niveau des stages, nous puissions accompagner les étudiants. Et effectivement, l'interdisciplinarité, Pascal, merci beaucoup de l'avoir souligné, c'est une connaissance et une compétence que tous les professionnels de santé doivent acquérir. Et ce n'est pas forcément si simple que ça de les aider à les acquérir. Il va falloir quand même qu'on travaille vraiment ensemble, les instituts de formation, les terrains de stage, que ce soit terrains de stage libéraux ou dans les établissements de santé, et qu'on ait vraiment des mêmes façons. Et effectivement, vous avez parlé de la formation des tuteurs, mais en libéral aussi.
en libéral aussi. C'est pas forcément gagné dans tous les secteurs. Il va falloir avancer là-dessus. Merci. Merci, madame. Il y avait monsieur là-bas qui a déjà le micro. Ah oui, on va regarder un tweet. Pardonnez-moi, on regarde juste un tweet et je vous rends la parole. Alors, Théo, validation des kits d'expérience pour obtenir l'autorisation d'accès direct uniquement dans un domaine. Qui veut s'exprimer là-dessus? Je voudrais redire que ce qui a été dit avec l'autre table ronde, c'est-à-dire que si on s'amuse à découper nos compétences par domaine, on se trompe complètement. On a des compétences, la profession acquiert des compétences et donc effectivement l'accès direct. Ensuite, c'est la responsabilité de chaque professionnel en fonction des compétences qu'il a lui-même acquises, soit au cours de sa formation initiale, soit au cours des formations continues. Et je ne suis pas en train de dire qu'il y aura les nouveaux diplômés qui auront des compétences particulières et les anciens. Je n'ai jamais dit ça. J'ai bien dit que c'était toute la profession qui montait en même temps. Donc c'est la responsabilité de chaque professionnel face à son patient d'assumer et de décider s'il est compétent ou pas. Et c'est ça le diagnostic différentiel, les drapeaux rouges, etc. Donc s'amuser à faire une liste d'actes où on pourrait avoir l'accès direct et une autre où on ne pourrait pas l'avoir, avec en arrière-pensée, je pense, ce qui serait pris en charge par l'assurance maladie et ce qui ne le serait pas, c'est une erreur. C'est une erreur complète, c'est une erreur sémantique. Bien. Alors, monsieur, vous vouliez dire quelque chose, Madame Couillandre, Non, je voulais là-dessus? juste dire que finalement, peut-être ce qu'on était en train de promouvoir auprès de nos étudiants, c'est surtout un état d'esprit, en fait. Donc, c'est beaucoup plus large que de se dire que, voilà, on va sectoriser. C'est une manière de penser. C'est cette capacité, justement, à douter par rapport à ce qui se présente devant nous. Donc, c'est vraiment cette philosophie-là qu'on est en train de faire rentrer dans les écoles, même si cette philosophie était déjà là, on a maintenant vraiment la possibilité et le droit de le faire quelque part. Oui. Oui, c'est totalement en accord avec ce qu'on vit dans nos instituts. C'est pas essentiellement la validation d'un domaine, mais plus la validation d'un esprit critique et d'un esprit scientifique, et de cette démarche de bilantage et cette démarche diagnostique différentielle qu'il faudrait penser à valider. Bien, alors il y avait monsieur là-bas, voilà. Et ensuite, oulala, beaucoup de mains. Oui, donc je voulais remercier monsieur Ekirch. C'est la première fois que j'entends d'un groupe de réflexion sur les relations entre les chirurgiens orthopédistes et les kinés qui, nous le savons tous, partagent la passion du mouvement et de la réhabilitation. Donc je voulais lui donner l'expérience du kiné de terrain en Occitanie, à Montpellier, le modèle montpelliérain. Donc, comme vous le savez, les chirurgiens ont été depuis quelques années, on leur dissuade d'envoyer leurs patients au centre, surtout pour des pathologies telles que l'épaule, la chirurgie ligamentaire du genou, etc. Donc, leur réticence, c'était qu'ils voulaient que leurs patients soient bien suivis. Donc, ils avaient déjà compris que c'était les kinés qui leur envoyaient les patients opérés, puisque 80% des patients sont adressés par les kinés. Les médecins généralistes, souvent, quand ils adressent les patients, c'est parce que le kiné leur a dit que leur éducation ne marchait pas et qu'il valait mieux qu'eux avec un courrier. Mais c'est vrai que nous n'avons pas cette culture de l'écrit médical qu'ont les médecins, qu'ils ont acquis par l'externat, etc., faire des courriers, etc. On n'a pas été formés à ça. Je sais que maintenant, ça a changé. Mais dans le Midi, on a un peu contourné ça. C'est-à-dire que la communication, c'est un don de soi. Donc les chirurgiens font le don de leur numéro de portable au kiné. Ça veut dire que même parfois, pendant leurs vacances, ils peuvent être dérangés. Ils leur expliquent, lors de réunions comme ça, où il y a 10% de médecins et 90% de kinés, que s'ils communiquent, ça peut être un coup de téléphone quand c'est vraiment nécessaire, pas pour faire du blabla, parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils travaillent au bloc toute la journée, ils consultent. Mais un SMS bien argumenté, un genou qui n'est pas bien, photo de la cicatrice, CRP, température, amplitude articulaire, ça suffit. Le chirurgien répond, tu me le renvoies pas. Tout ça marche très bien. Tout ça marche très bien, beaucoup mieux que le système Prado qu'on essaie de mettre en place, mais qui aurait été dans mon département, servait d'aspiration à patients pour 90% d'entre eux dans le même cabinet où c'était visiblement des filières de compierge, etc. Donc je crois que la relation, elle existe. On a des moyens modernes de communication. Maintenant, il faut effectivement que la loi authentifie ces rapports, qu'on dise que ce sont les kinésithérapeutes qui sont les meilleurs correspondants et finalement les meilleurs diagnostiqueurs différentiels
que les médecins généralistes. Je n'ai rien contre les médecins généralistes, mais les pauvres, ils passent parfois 2 heures à domicile pour hospitaliser un patient. Ils n'ont pas le temps de faire tout ça. On leur demande la BPCO, on leur demande le diabète, on leur demande tout ça. Ils ne peuvent pas être experts en appareil locomoteur, c'est pas possible. Donc finalement, donnez-nous la possibilité, comme au Québec, où des physiothérapeutes font les consultations, les pré-consultations des chirurgiens orthopédistes, et finalement, l'orthopédiste, il ne va pas recevoir un patient, perdre une demi-heure de consultation pour s'apercevoir que c'est un syndrome fémoro-patéaire de stade 1 et qu'il y a besoin de chirurgie. Donc nous, on peut le faire, ça. Et à ce moment-là, on vous aura les vrais patients et vous avez une consultation chirurgicale. Voilà l'exemple Montpellier. Docteur Ekirch. Oui, merci beaucoup pour ce témoignage. Alors, première remarque, d'abord, dans ma profession, je suis spécialiste en chirurgie orthopédique, mais quand j'exerce, je n'oublie jamais que je suis médecin d'abord, d'accord ? Je ne suis pas là que pour opérer. Donc on est là pour soigner les gens. Vous êtes là aussi dans votre profession pour soigner les gens. Ce n'est pas uniquement parce que vous êtes kiné. C'est la prise en charge globale du patient. Et je pense que ça aussi, il faut prendre le patient au centre du problème. Deuxième chose, effectivement, vous avez fait une remarque vis-à-vis du débordement de nos collègues médecins généralistes. Il est clair que dans la plupart du temps, à la sortie de l'hiver, dans les traumatologies du genou, en particulier suite au ski, etc., les médecins généralistes sont débordés et il serait peut-être préférable qu'effectivement il y ait un accès, par exemple, direct à ces patients pour le renvoi à des chirurgiens spécialisés. Après la communication, je pense qu'elle ne doit pas être légiférée, n'être forcément encadrée complètement, mais comme vous le signalez, je veux dire, donner un numéro de téléphone, c'est pas compliqué. Je suis accessible pendant mes vacances à quelques collègues aussi qui me demandent des avis parce qu'ils sont coincés avec un patient. Ça doit se faire un petit peu naturellement, mais je crois qu'il faut recréer cette dynamique d'information. Vous le disiez, vous n'avez peut-être pas été habitué, vous en tant que kiné, à envoyer des courriers, chers collègues, chers confrères, j'ai vu, j'ai ça, mais peut-être que maintenant on peut le faire par SMS, un mail rapide. Moi j'ai énormément de mails tous les jours de kinés qui me disent voilà j'ai vu ça, qu'est-ce que tu en penses, tu peux le voir. Et puis il faut que nous, médecins, chirurgiens, n'importe quelle spécialité, laissons des créneaux à vous kinés pour quand vous téléphoniez, pour qu'un patient dans le quart d'heure puisse accéder à l'hôpital ou à la clinique, c'est évident. Bien, merci. On continue. Là, ici. Alors, je ne sais pas si on va vraiment pouvoir tout traiter parce que vous êtes nombreux à vouloir réagir. Je le rappelle encore une fois, faites court, s'il vous plaît, pour qu'on ait le temps d'écouter un maximum de gens. Je vais faire vite. Donc, Mathieu Cinca, je viens de Bretagne. Alors, moi, je voudrais revenir sur l'aspect formation. Et ce n'est pas une question, c'est une remarque par rapport à ce qui a été dit précédemment. Je vais reparler d'urgence. Il y a une urgence dans la formation. Alors, il y a la formation initiale. 2019, on va avoir des diplômés, c'est très bien. Ils ont un niveau de formation qui est optimal. On est au top. On disait tout à l'heure, on essayait de creuser un fossé entre les jeunes diplômés de 2019 et puis nous, les anciens. Ce fossé, il va falloir le combler facilement, puisqu'en fait, on l'a déjà comblé par l'expérience. Mais maintenant, cette expérience, c'est urgent de la transformer en compétence par le principe de la validation d'acquis. Je dis ça tout simplement parce qu'en 2018-2019, la région Bretagne, avec ses 3 IFMK et les IFMK qui sont à proximité, on va devoir mettre en place 400 terrains de stage pour accueillir tous nos étudiants. Si nous ne sommes pas formés suffisamment, si on ne met pas en avant nos compétences de formation et nos compétences de l'acquisition par notre expérience, on ne pourra pas les former correctement. On est responsable vis-à-vis de ça. Donc je vous invite tous à aller valider vos compétences. Et ça, avec le CNO, il faut absolument qu'on mette en place quelque chose, un objectif de validation concret. Merci. Merci à vous. On continue. Qui ici? Alors, je vais donner la priorité à des gens qu'on n'a pas encore entendus, si vous le voulez bien. Monsieur, par exemple, et madame, ensuite derrière. On peut apporter un micro par ici, s'il vous plaît? Ah, vous l'avez déjà. Allez-y, et on reviendra après. Bonjour, Yann-François Sylvestre, CDO 21, Dijon. Je reviens sur un sujet qui n'a pas été réabordé, c'est les autorisations d'exercice sur les diplômes étrangers intracommunautaires. J'ai étudié le rapport qu'a donné le CNO ces derniers temps sur les disparités entre les différentes régions sur les résultats des commissions. On arrive, par exemple, pour notre région, à 40% d'autorisation d'exercice et à d'autres régions, 95%, voire plus, d'autorisation d'exercice. Je pense que cette disparité
pose un problème au niveau de l'image que l'on transmet aussi aux étrangers qui veulent venir en France. Ce qui fait que l'on déplace des populations pour s'inscrire à des commissions qui seront plus permissives ou, disons, un peu moins rigides. Donc voilà, je pense que c'est un travail que le CNO effectue en ce moment et donc les résultats nous les montrent, ces disparités, et je pense qu'il serait peut-être bon que des régions soient un peu coachées pour pouvoir analyser mieux et aussi savoir refuser des journées où il y a peut-être 100 dossiers étudiés dans un après-midi, alors que d'autres régions en voient 15. Voilà. Bien, oui, merci. Juste avant, François, on fait passer le micro pendant que François va répondre au 3e et 4e rang ici, voilà, puisqu'il y a 2 personnes qui lèvent depuis longtemps la main. François. Oui, je voulais juste dire que c'est un peu hors sujet, hein, et qu'effectivement, cette problématique, on en a conscience. Je parle sous le contrôle des représentants de la DGOS. Le gouvernement en a aussi conscience. Et ça, on trouvera des solutions, enfin, il y a des solutions qui sont à l'étude pour avoir une région pilote. Enfin, c'est à l'étude et ce n'est pas vraiment le sujet de la table ronde. Monsieur. Alors, si ce n'est pas vraiment le sujet, je vais être aussi hors sujet, puisque c'est à peu près le même sujet que je voulais aborder. Patrick Fortuit, il se fait que je ne suis pas kiné, je suis pharmacien. Personne n'est parfait. J'ai présidé pendant plusieurs années une structure qui s'appelle Eureka, qui est l'Association européenne des autorités compétentes des professionnels de santé en Europe, et qui gère justement les problèmes de reconnaissance des diplômes, sujet que vous avez quand même abordé, mon cher ami, tout à l'heure lors de votre table ronde. Au niveau de la directive qualification, il y a une reconnaissance automatique pour 5 professions de santé, médecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes, sages-femmes et infirmiers. Ce n'est pas le cas pour les masseurs kinésithérapeutes. Et donc, ce que nous essayons de faire aujourd'hui, puisque en plus, désormais, je suis chargé de mission pour l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes français sur les aspects européens, ce que nous essayons de faire, c'est de voir comment on pourrait faire évoluer ces textes pour que les masseurs kinésithérapeutes puissent disposer de ces mêmes possibilités. Or, effectivement, le gros souci, c'est qu'on n'a pas les mêmes formations au niveau de chacun des pays de l'Union et que dans ces conditions, on ne peut pas faire une reconnaissance automatique. Au niveau de Eureka, la structure que j'évoquais tout à l'heure, on doit justement la semaine prochaine modifier les statuts de façon à faire entrer de façon plus précise les masseurs kinésithérapeutes pour pouvoir travailler sur ce sujet. Et je dois dire qu'à l'initiative de Pascal Mathieu, on a mis en place un groupe de travail avec déjà un certain nombre de pays de l'Union pour que ces formations et ces reconnaissances puissent se faire. Alors, ça va prendre du temps, mais il ne faudrait pas croire que le travail ne se fait pas. Et dans la directive qualification telle qu'elle a été revisitée il y a 2 ans, il va y avoir, logiquement, il devrait y avoir justement une égalité pour l'ensemble des masseurs kinésithérapeutes en France, sur tout le territoire, et qu'il n'y ait pas cette disparité entre les régions, puisque logiquement, la directive dit bien que c'est l'ordre qui est l'autorité compétente et qui devrait être à même de faire cette démarche. Bien, vous voulez... Non, merci Patrick pour ces précisions. Madame derrière vous qui... Voilà, eh bien madame. Kathleen Le Breton du Gers. Moi, je voulais revenir sur l'accès direct. Donc l'accès direct, plus de compétences, plus de responsabilités. Est-ce qu'il y a une réflexion sur l'évaluation des pratiques professionnelles sur le terrain ? Monsieur Ganchou, je sens que c'est pour vous. Ouais, c'est bon, merci. Et on finira tout à l'heure avec monsieur. Voilà, ce sera la dernière question qu'on prendra monsieur là-bas. Cette réflexion doit être menée, c'est certain, parce que on a tous entendu de la part de patients qui arrivaient dans votre cabinet parce qu'un confrère n'avait pas fait ce que vous auriez trouvé légitime qu'il fasse, que le bilan n'avait pas été fait, enfin, vous connaissez tout ça, et il est certain qu'il va falloir le faire. L'obligation est triennale pour les libéraux de se former au DPC, et ce qui est quand même pas terrible. Et oui, bon, le secrétaire général nous rappelle qu'il n'y a pas d'argent. Oui.
il n'y a pas suffisamment d'argent. Donc c'est vrai que c'est une vraie réflexion qu'il va falloir mener, je suis tout à fait d'accord. Il faut de l'argent, disait-il, pour former 30 000 kinésithérapeutes par an. Voilà. Et il n'y en a pas. Voilà. Bien. Alors, monsieur là-bas, voilà. On termine avec vous. Bonjour à tous, Étienne Panchou. Je suis kiné libéral et j'enseigne dans l'IFMK d'Annabelle Couillante que vous avez devant vous. Donc moi, j'ai une chose de remarque, en fait, c'est sur le panneau, il y a marqué « Osons » en très gros et le reste en plus petit, donc il va falloir oser. Et à l'image de ce que nous a dit Raphaël Enthoven, ne perdons pas de vue l'esprit de notre profession et d'où on vient. Le toucher touchant, c'était intéressant. Et dans la formation et dans nos soins, ayons confiance en l'ensemble des professionnels, même s'il y en a, bah voilà, comme l'a dit la députée, c'est vrai, qui ne se forment pas, bah, c'est pas grave, puisque finalement l'accès direct, ils l'ont tous les jours, puisque quand il y a un problème avec un patient, ordonnance ou pas, il faut bien communiquer avec le médecin. Donc ça existe déjà. C'est permanent, c'est à l'hôpital, c'est en libéral, c'est tout le monde. C'est une profession qui doit se mobiliser pour oser. Et attention juste à ne pas décloisonner en recloisonnant. C'est-à-dire que soit on décloisonne et on y va vraiment et on ose, mais attention à ne pas refaire une cloison. On parle de discipline. C'est vrai que finalement, ce que disait Jacques Vaillant est intéressant. C'est-à-dire que l'accès à toutes les sciences doit nous permettre d'évoluer en tant que profession. Et recréer une science propre, c'est nier que toutes les sciences sont liées à ce qu'on fait. Donc il faut faire juste attention à ça. Et donc il faut oser plus que tout. En ce moment, c'est le bon moment. Voilà. Merci, monsieur. Osons l'accès direct.